inshuti n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo benshi ntibakiriho hehe no kubonana benshi ntibakiriho hehe no kubonana ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye batashye igihe kitageze iwabo wa twese. Bonjour, bonjour Jean-Marie Vianney, monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 8 mai 2022. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Je salue aussi tout le public qui pourra nous suivre prochainement. Donc, avant de commencer, je vais te laisser aussi saluer ceux qui vont nous suivre et puis on va commencer à parler du sujet du jour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs et bonjour à toi Donatil Niera. Donc, j'espère qu'on aura une bonne émission aujourd'hui. Que je ne dirige pas. Aujourd'hui, je suis l'invité. Et merci de cette invitation. C'est exactement ça. Je te remercie d'avoir accepté aujourd'hui. Justement, comme tu viens de le dire, moi, je suis Donatil Niera. Je suis une personne normale, mais qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et puis aux événements qui se passent dans notre pays, le Rwanda, et aussi dans la région des Grands Lacs, tout comme dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons, Monsieur Jean-Marie Vianney, nous allons parler d'un événement qui t'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre sur cet événement triste qui s'est passé au Burundi en 1972. Donc, je vais te demander au départ, le titre du livre, c'est « Bujumbura, mon amour ». Donc, Bujumbura, ça doit être un endroit qui t'a beaucoup touché, donc que tu portes beaucoup dans ton cœur, mais aussi où tu as vécu des événements tristes, que tu as été témoin et que tu arrives même à les qualifier de génocide. Et avant de rentrer dans le sujet, comment t'es-tu retrouvé à Bujumbura, à l'université, parce que c'était à l'université de Bujumbura, alors que tu es rwandais? Tu pouvais être au Rwanda parce qu'il y avait des universités, mais tu as été à l'université du Burundi. Dans quelles circonstances et pourquoi le Bujumbura? Merci pour cette question. Effectivement, pour éclairer nos auditeurs, nous sommes en 1971, à l'ouverture de l'année académique universitaire. Hein. Je me trouvais au Rwanda et j'ai reçu une bourse d'études du gouvernement rwandais. Et au lieu d'aller à l'université nationale, j'ai été orienté vers l'université officielle de Bujumbura, UOB. Donc, c'est à Bujumbura, dans un quartier qui se trouve plus ou moins au nord de la capitale, au nord-est. Et donc, nous sommes partis dans un groupe de 15, dont une dizaine pour la faculté de droit et 5 autres pour l'Institut supérieur d'éducation physique. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient destinés à être des formateurs en sport ou des dirigeants ou des hauts fonctionnaires dans le domaine du sport, de la jeunesse. Et donc, nous nous sommes retrouvés à Bujumbura. Je rappelle que, effectivement, pour un Rwandais, à cette époque, en 1971, aller au Burundi sous une forme plus ou moins officielle, ça voulait dire aussi être quelque part un ambassadeur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup
de Rwandais partis officiellement de cette manière-là. La plupart des Rwandais qui se trouvaient ou qui vivaient au Burundi étaient des réfugiés de 1959, 1963, 1965, etc. Il faut rappeler, je pense, pour ceux des auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, que le Rwanda et le Burundi appartenaient à un groupe à l'époque de la colonie qu'on appelait le Rwanda Urundi et qui était sous tutelle du Royaume de Belgique par la volonté des Nations Unies. Après la Première Guerre mondiale en 1916, alors que ces deux pays, le Rwanda et le Burundi, étaient occupés par l'Allemagne, à l'époque on disait protectorat allemand, à partir de 1916-18, après la guerre à la frontière rwando-congolaise, je rappelle que le Congo de l'époque du roi Léopold II était belge, donc. Après cette guerre, c'est ainsi que la perte de la guerre par les Allemands a provoqué un changement d'occupants. Les Allemands qui étaient au Burundi et au Rwanda ont fui, ont été obligés en fait, puisqu'ils étaient défaits dans la guerre. Oui. Et ils ont fui, ils se sont réfugiés en Tanzanie. La Tanzanie qui était aussi sous protectorat allemand. Il faut le rappeler, mais c'est une longue histoire, on y reviendra plus tard une autre fois. Donc, comme la Tanzanie, elle, qui s'appelait Tanganyika d'ailleurs à l'époque, n'était pas en guerre contre les puissances alliées, alors que le Rwanda et le Burundi étaient en guerre contre les Belges occupant le Congo, les Allemands sont partis définitivement de ces deux pays. Et puis, au bout du temps, les Nations Unies ont décidé que le Burundi et le Rwanda devaient être placés sous tutelle, comme des mineurs, des pays qui étaient mineurs, qui avaient des rois, certes, des rois forts, qui dirigeaient le pays d'une manière centralisée et vraiment organisée. Ils les ont quand même placés sous tutelle jusqu'au moment des indépendances. Avant l'indépendance du Rwanda, il faut rappeler qu'en 1959, il y a eu une révolution qui a changé l'état des choses. Et le roi du Rwanda a dû partir en exil en 1960-61, il est parti définitivement, alors que le Burundi, lui, est resté sous l'autorité du roi Mwambutsa. Donc, la monarchie au Burundi est restée en place, alors que le Rwanda devenait une république. Donc, déjà, ça explique que la plupart des réfugiés Tutsis venant du sud-ouest, du sud-est et du sud en général ont eu comme direction, comme itinéraire, non pas l'Ouganda comme ceux du nord ou de l'est, qui sont allés en Ouganda. Chez nous, ils sont allés principalement au Congo et au Burundi. Beaucoup au Burundi, à partir de Tchangougou, Butare, Gikongoro et certaines autres préfectures. Donc, c'est dans ces conditions que, en fait, au cours des 10 premières années de l'indépendance, parce qu'ils ont eu l'indépendance le même jour, le 1er juillet 1962, eh bien, ces pays, bien sûr, c'était de bons voisins qui étaient observés par la communauté internationale et qui, par la force des choses, devaient vivre pacifiquement et coexister dans cette paix retrouvée et autonome. Mais en fait, il y avait comme un conflit latent parce que la nouvelle République rwandaise devait affronter quelques attaques, quelques invasions venues du Burundi surtout, de réfugiés appartenant à l'ancien système monarchique qui essaie de reprendre le pouvoir au Rwanda. Et donc, cela avait créé une tension entre les deux pays jusqu'en 1960. Alors, le coup d'État de Micombero, c'est, je pense, en 1966, quand il a pris le pouvoir et que le roi, le fils du roi qui venait de succéder à son père, a dû fuir aussi, fuir le Burundi
Et donc, c'est dans ce contexte que quand nous sommes arrivés, c'était encore sous le régime de Michel Micombero, un jeune capitaine, D'accord. que certains qualifiaient d'extrémiste, mais qui vivait en paix malgré tout avec le Rwanda, Oui. et qui avait institué une république. Cette fois-ci, on ne parlait plus de république au Rwanda et de monarchie au Burundi, c'était toutes deux des républiques, mais la même méfiance subsistait. Il faut aussi rappeler qu'en 1971, au Rwanda, c'était une période assez tendue. On l'oublie souvent et on ne le dit pas assez, mais au Rwanda, la situation politique n'était pas des plus stables. Il y avait notamment l'affaire de Gutumurongo, c'est-à-dire perdre la ligne politique. Le parti Parmehutu était le parti unique au Rwanda, même si officiellement on ne le disait pas. Là, c'est comme les C'était le autres. parti unique. Et donc, il y a beaucoup de responsables politiques, des députés, des ministres et d'autres qui avaient été obligés de quitter la scène politique parce que le président et les autres estimaient que ces personnalités-là ne suivaient plus la ligne tracée par le parti. Ouais. Et donc, il y avait une tension dans le pays. Et à cette tension politique s'ajoutait une autre donnée régionale. C'est pendant cette période que la notion de régionalisme commençait à apparaître au Rwanda. C'est-à-dire que le nord et le sud étaient, je dirais, des rivales. Ils étaient en rivalité. il y avait une sorte de rivalité assez tendue quand même, Oui. qui a obligé les uns à devenir les ennemis des autres. Alors que tous les deux, avant cette date-là, dans cette période, se félicitaient d'être des républicains, des démocrates, des défenseurs de cette révolution de 1959. À partir de ce moment-là, il y a eu une cassure. Et donc, quand nous sommes partis en 71, on parlait déjà d'un probable changement de pouvoir. Au Rwanda. Au Rwanda. Au Rwanda, il y avait un probable changement. Alors, dans la région, la situation, c'était que le Rwanda, le Burundi et le Zaïre, qui s'appelait encore Congo, avant que Mobutu ne change le nom du Zaïre, eh bien, ces trois pays avaient constitué une organisation régionale qui s'appelait la CEPGL. La CEPGL, c'est la communauté économique des pays des Grands Lacs. Voilà. Ouais. Eh bien, qui marchait très bien et qui parvenait à maintenir la stabilité et la paix, surtout entre le Rwanda et le Burundi, parce que c'est là qu'il y avait, entre le Congo de Mobutu et les deux autres, il n'y avait pratiquement pas de soucis, sauf en 1967, lorsque Bukavu a été attaqué par des mercenaires et que ces derniers ont fini leur route, qui sont rentrés en Europe en passant par le Rwanda, par une décision de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ça avait quand même laissé aussi des traces. Et en 71, quand nous arrivons au Burundi, on peut dire que la situation était, comme je viens de la décrire, je ne peux pas tout dire naturellement, mais pour moi, dans ma tête, c'était cela qui dominait. Je vais dans un pays qui a un contentieux avec le mien. En même temps, la stabilité régionale est là et le fait qu'on m'ait accordé une bourse d'études pour aller dans ce pays, considéré un peu comme l'ennemi du mien, ça me rassurait. Oui. Et je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Et comme j'ai dit, on était une quinzaine et on retrouvait certains autres Rwandais, réfugiés surtout, dans la capitale du Burundi. C'était ça la situation. Maintenant, on va continuer à parler. La suite sera peut-être moins ardue parce qu'il fallait absolument que je clarifie le départ. Dans quelle situation, dans quelle atmosphère j'entre dans ce pays, le Burundi. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, tu soulignes certains passages que moi, je n'avais pas pensé, que je ne connaissais peut-être même pas. Parce que l'histoire du Burundi, c'est vrai que je ne sais pas comment on enseigne l'histoire dans nos pays, mais ce n'est pas bien connu et toutes les choses ne sont pas dites telles qu'elles sont ou telles qu'elles étaient. Donc, je pense que la vérité, on en a besoin. Et là, tu viens de donner juste la base à notre conversation, à notre échange,
pour qu'on puisse mieux comprendre. Déjà, je comprends qu'il y avait des réfugiés qui étaient partis du Rwanda et qui étaient bien accueillis au Burundi, mais qui n'étaient pas restés tranquilles, qui cherchaient toujours à attaquer le pays en quelque sorte. Et on peut supposer qu'ils étaient soutenus aussi par le régime ou les autorités du Burundi. Et ça ne peut pas manquer de créer de conflits entre les deux pays. Mais il n'y avait pas que ça, d'après ce que tu as dit, il y avait aussi le régionalisme et l'instabilité dans le pays commençaient à se voir. Maintenant, J'ai oublié de signaler un élément important Oui, pour les observateurs, parce que quand on parle du Rwanda et du Burundi, souvent, ça se traduit ou ça se décline en termes ethniques. Eh bien, il faut rappeler qu'en ce moment-là, le Rwanda était dirigé par la majorité Hutu, alors que le Burundi était sous domination Tutsi. C'est une autre réalité. Et donc, même si aujourd'hui, les choses ont peut-être changé, mais il faut savoir qu'en ce moment-là, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Et donc, même aujourd'hui, c'est l'inverse, on peut le dire aujourd'hui, comme c'est ça. l'inverse. Mais Aujourd'hui, c'est même si l'inverse. au Burundi, il y a quand même des avancées, ils ont formé un gouvernement qui inclut tout le monde, les trois ethnies. Il y a quand même des avancées au niveau du Burundi. Au Rwanda, c'est différent. C'est même pas l'ethnie qui dirige. On ne sait pas qui dirige réellement. Ça, c'est pas le sujet du jour. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, tu arrives au Burundi, c'était Micombero qui était président du pays, et tu rentres à l'université et avec tes collègues rwandais. Et comment avez-vous été accueillis là-bas au juste? Eh bien, nous avons été accueillis tout à fait normalement, avec beaucoup de curiosité, bien sûr, hein. Euh, je pense que c'était la première fois que des étudiants venus du Rwanda, boursiers du Rwanda, Hutus du Rwanda, je souligne ces éléments parce que dans les premiers jours déjà, c'est apparu. Ce sont des données, on doit en parler. Eh bien, c'était la première fois donc un groupe venu du Rwanda dans ces conditions atterrissait sur le campus de Bujumbura. Et bien sûr, beaucoup de curiosité de la part de nos collègues burundais et aussi beaucoup d'inquiétude de la part de nos collègues réfugiés rwandais qui vivaient au Burundi. On nous l'a fait comprendre à plusieurs reprises, mais bien sûr, en privé, on demandait mais de quelle ethnie tu es? Tu es Hutu, tu es Tutsi? Il fallait s'adapter, parfois ne pas répondre, mais d'autres fois répondre, et rencontrer des sentiments divers selon les interlocuteurs. Parmi les étudiants, je veux dire, hein, sur le campus. Oui, Et puis dans les services administratifs du rectorat, moi personnellement, j'ai été interrogé directement par le directeur des services administratifs et des finances. Mais lui, il l'a fait pour me prévenir qu'il y aurait des soucis, hein. C'était, là aussi, je vais utiliser les termes bon, des termes qui correspondent d'ailleurs au sujet du jour, hein. oui, C'était un Hutu, un des d'accord. rares Hutus qui dirigeait les services de l'université. Et quand il a eu ma carte d'identité au moment de l'inscription et du paiement du Minerval, des frais d'inscription, il a reconnu le nom de mon père parce que c'est un Burundais qui avait travaillé à Cyangugu avant l'indépendance. D'accord. Et donc, il a reconnu le nom de mon père et lorsque je me suis présenté devant lui, il m'a dit, tiens, j'ai vu le nom de quelqu'un que je connais sur ta carte d'identité. Et j'ai dit, oui, c'est bien mon père, c'est le nom de mon père. Mhm. Et il m'a dit, tiens, on dit en ville, il a dit, en ville, on raconte que vous êtes venu pour apprendre aux jeunes Tutsis, plutôt pour apprendre aux jeunes Hutus burundais comment on découpe les Tutsis. Oula, Alors imaginez un jeune de 20 ans, parce que en ce moment-là, j'avais 20 ans. ouais.
j'étais vraiment fort perturbé par ce genre de questions venant d'une autorité de l'université à laquelle j'étais inscrit, voilà, où j'allais m'inscrire. J'ai paniqué, il a dû le voir, et puis à la fin, il m'a dit non, 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 tranquillise-toi, c'est une question comme ça. Mais je voulais quand même te prévenir que c'est ce qui se raconte à Bujumbura et à l'université, que vous avez été envoyé ici pour faire le droit et pour ensuite retourner au Rwanda et condamner les Tutsis à mort. Et il l'a dit dans un Kirundi très clair. Ouais. Et à la fin, il m'a dit, rassure-toi, nous sommes là, rien de mal ne va vous arriver, mais sachez quand même où vous mettez le pied. J'ai Ok, compris qu'il l'a fait pour me mettre à l'aise, pour une façon de me prévenir que le sol était peut-être, qu'il bougeait, le sol, que je devais faire attention tout simplement, et bien sûr. savoir où mettre le pied, effectivement. Et depuis ce jour-là, j'ai eu d'autres informations. J'ai rendu visite à des Rwandais de chez moi, à une de mes tantes, la petite sœur de maman, qui était à Bujumbura, à des cousines de ma mère qui vivaient au Burundi. Et progressivement, j'ai compris quand même que notre groupe n'était Ouais. pas nécessairement le bienvenu partout. D'accord. Je nous soupçonnais effectivement d'avoir été envoyé pour une mission spéciale, espionner le Burundi, alors qu'il y avait sans doute des fonctionnaires qui étaient affectés à cela. Mais cela a existé. Néanmoins, l'ambiance du campus, l'amabilité des étudiants, très vite, on s'est fait des copains. Hmm. Et donc, tout cela n'a pas résisté à l'usure, bien sûr, du temps, mais je peux dire que le positif était de loin supérieur euh, au négatif pendant cette période de 71-72. Je signale que c'était, quand nous sommes arrivés au mois d'octobre, hein, Ouais. et que nous ne sommes pas encore en 72, l'année fatale dont je parle dans Bujumbura, mon amour. Donc, il s'est passé quelques mois. Il s'est passé quelques mois et début 72, il s'est passé quelques événements qui ont fait craindre le pire parce que en janvier 1972, il y a eu un procès très, très important, un procès retentissant qui a fait beaucoup de bruit, euh, où un groupe d'officiers Tutsis du Burundi était accusé d'avoir voulu renverser le président Michombero. Comprenez, dans un pays où il y a eu un coup d'État, où il y a eu changement de régime, vouloir renverser le sauveur du peuple, Michel Michombero, chef du parti à l'époque, c'était un crime qui méritait la peine capitale. Et c'était ça qui était prévu en fait. Ouais. Eh bien, je ne vais pas trop y revenir. La chose à signaler seulement, c'est que dans ce groupe d'officiers, hein, ou en tout cas avec eux, on comptait des Rwandais, dont le fameux chef des rebelles Tutsis, Inyenzi, qui s'étaient eux-mêmes déclarés, proclamés Inyenzi, François Rukeba, qui était avec eux accusé. C'était lui qui devait normalement fournir le tireur d'élite chargé d'assassiner le président de la République, Michel Michombero. Et ils l'ont reconnu, hein, c'était un complot organisé comme tel. Euh, François Loukeba n'a jamais nié cela. Nous sommes allés assister à ce procès qui se passait au parquet général de Bujumbura, d'ailleurs. Eh bien, c'était une période très, très haute, plutôt très, très, très pleine De tension. pas seulement de tension. On se disait, c'est fini, il va y avoir la guerre dans ce pays. Ah, Et surtout, c'était entre des Tutsis, dont certains, justement, étaient accusés aussi de vouloir fomenter une tension régionale, Moravia contre le Burundi et contre les amis de Michombero. Bref, ça s'est terminé en pardon, en amnistie, et puis on n'en a plus parlé jusqu'au mois d'avril de la même année 72.
Et c'est peut-être cette période-là qui va plus nous intéresser, même si Oui. dans Bujumbura, mon amour, je parle aussi des événements de janvier, hein. Mais c'est surtout ce qui s'est passé à partir du 29 avril 1972 qui m'a intéressé et qui a marqué ma vie et mon histoire depuis ces 50 dernières années. D'accord, merci. Et justement, tu peux continuer, hein. Le 29 avril, il se passe des choses pas très catholiques, si on peut dire ça. Et donc, il y a des enlèvements, il y a des arrestations, mais c'était à l'université. C'était pas partout dans le pays ou dans la capitale. Je te laisse raconter ce qui s'est passé. Bon, avant le 29 avril, il s'est passé que le jeune roi, le fils de Mwambutsa, qui s'était réfugié en Ouganda et qui vivait dans ce pays, ou en tout cas qui s'y trouvait en ce moment-là, je n'avais pas trop de détails à ce sujet. Il s'est passé que quelques jours avant le 29, le président de l'époque en Ouganda, Idi Amin, Mhm. Idi Amin, eh bien, qui pourtant était réputé pour avoir des amitiés avec les réfugiés rwandais, Tutsi en Ouganda, et avec le roi du Burundi, eh bien, il a décidé d'expulser le roi et de l'envoyer à Michel Michombero. Le roi est donc arrivé au Burundi, il a été promené d'abord en ville, et puis il a été envoyé dans une prison à l'intérieur du pays. Et puis le 29, ce soir-là, justement, ou dans la journée, le gouvernement burundais a prétendu qu'un groupe de militaires et de civils aurait essayé de libérer le jeune roi Ntale V. Mhm. Et que pour empêcher l'évasion du roi, les militaires burundais auraient tiré dans le tas, entraînant la mort du roi, notamment. D'accord. C'était, il y avait de l'émoi partout dans le pays. C'est vrai que nous, on n'avait pas encore toutes Des les informations. informations et tous les renseignements sur les circonstances de la mort du roi. On a appris ça progressivement. Toujours est-il que ce soir-là, le 29, c'était un samedi. Avec des amis, nous sommes sortis. Nous sommes allés dans le quartier de Buyenzi, un quartier où on aime faire la fête, où les étudiants sortaient danser. Et à minuit, on nous apprend que des bagarres avaient éclaté en ville, surtout dans la zone de la cathédrale, qu'il y avait des bagarres entre étudiants et militaires et policiers burundais. Donc, avec cette information, nous nous sommes dit, il n'est pas question de rentrer sur le campus en passant par la ville, parce que s'il y a des bagarres, et nous étant étudiants, nous risquons d'avoir des soucis avec les policiers, avec les militaires. Nous sommes passés par un autre chemin qui supposait traverser le quartier de Bwiza, et puis Nyakabiga, et enfin tomber sur le campus. Et en arrivant au campus, on a compris qu'il y avait quelque chose d'anormal, parce que des groupes d'étudiants s'étaient constitués, et le premier groupe sur lequel on est tombé, c'était des étudiants faciles à reconnaître, hein. Certains appartenaient à la jeunesse du parti UPRONA, la JRR, on les a reconnus, on leur a parlé, peut-être eu l'imprudence d'en dire un peu trop. Et dans la suite, on a regretté d'avoir dit ce qu'on avait dit. On disait, ben, il paraît que les étudiants se battent contre les militaires en ville. Ils ont dit, ah tiens, vous allez nous en parler demain, on verra. C'est après donc que nous avons compris avoir commis une erreur, en avoir dit trop peut-être parce que ces étudiants ont ensuite raconté que nous étions probablement des rebelles aussi, et Ah oui. qu'effectivement, ce qu'on avait dit de nous pouvait se confirmer par cette arrivée à 1 h du matin sur le campus, en passant par un chemin qui n'était pas habituel quand on venait de la ville de Bujumbura. C'était suspect. Toujours est-il que ce soir déjà, Mm. des arrestations ont commencé un peu partout dans le pays. Ce n'est pas qu'au campus. Au campus, il n'y a pas eu d'arrestation le 29. D'accord. En fait, tout ça s'est passé surtout en ville. Des arrestations d'officiers, de quelques officiers hutus qui étaient quand même dans l'armée burundaise, même si elle était dominée par les Tutsis de Bururi.
Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'arrestations parmi les militaires, parmi les hauts fonctionnaires, parmi, pas seulement à Bujumbura, mais aussi en province. Parce que le prétexte, c'était qu'un groupe de Hutus venus du sud, et probablement de Tanzanie, disait-on, s'étaient joints à des moulélistes. Les moulélistes, c'était des anciens rebelles congolais qui avaient essayé de renverser Mobutu dans les années 64. Et que donc, les Hutus du Burundi et les moulélistes s'étaient regroupés pour attaquer Bujumbura et prendre le pouvoir. Et ça a été le prétexte qui a permis à Micombero d'arrêter tout ce que le Burundi comptait de Hutus intellectuels ou autres, occupant des hautes fonctions dans le pays. D'accord. L'université, notre campus en tout cas, a été touché à partir du 1er mai. Le 1er mai, c'est là que je me demande d'ailleurs pourquoi on était en classe ce jour-là, alors que le 1er mai était la journée du fête du travail. Est-ce que, bref, alors qu'on était dans les auditoires universitaires en cours, les militaires burundais se sont présentés, fortement armés, et nous ont sorti avec beaucoup de véhémence et voire de violence d'ailleurs, des salles de cours. Nous étions, ma salle de cours à moi était au premier étage de ce bâtiment qui nous servait d'auditoire. Eh bien, on nous a regroupés dans la salle intérieure, plutôt dans la cour intérieure du campus. Donc, nous, en descendant, en arrivant en bas, on a retrouvé plusieurs centaines d'étudiants qui attendaient, qui étaient regroupés, toutes catégories confondues, toutes ethnies confondues. Donc, on n'a pas directement pensé à l'ethnie, ou on s'est dit, tiens, les troubles dont on parle à la radio arrivent sur le campus. Parce que de voir des militaires qui nous sortent en nous braquant pratiquement la baïonnette dans le dos, en nous poussant pratiquement avec des baïonnettes ou des fusils tout simplement, eh bien, on s'est dit, c'est notre tour. Ouais. Et ce jour-là, j'ai compris que les Hutus étaient particulièrement visés parce que les civils, ou en tout cas en ce qui nous concerne, le civil, dans la suite j'ai appris qu'il travaillait au parquet de Bujumbura, eh bien, il avait une liste qu'il a vite fait de déplier et de lire. Alors, toutes les personnes dont le nom était lu à haute voix par ce haut fonctionnaire devaient avancer dans la cour et se coucher à plat ventre sur le sable, à même le sable. Donc, ce jour-là, plusieurs dizaines, vous savez, dans des conditions pareilles, on ne compte pas, on perd beaucoup de détails. Bah oui. Mais imaginez un groupe d'une centaine d'étudiants couchés par terre, à même le sable, comme des troncs d'arbres. Et puis à la fin, quand la liste était lue dans son intégralité, on demandait à ces étudiants de monter sur les camions militaires qui étaient stationnés à quelques mètres. Et là aussi, on leur disait, on leur intimait l'ordre de se coucher à plat ventre, les uns au-dessus des autres, comme des troncs d'arbres, sur Dans plusieurs camions. Les camions sont partis, alors que les militaires étaient bien sûr debout sur les corps couchés de ces jeunes gens, de mon âge, 20 ans, 21, 23, selon l'âge respectif. Et puis, de loin, quand ils disparaissaient, on entendait les grognements, les cris de douleur. On voyait les militaires les embrancher pratiquement avec leurs baïonnettes. Et les jeunes de notre promotion et d'autres promotions qui criaient, C'était une scène qui, même 50 ans après, est insupportable. Et qui n'avaient rien fait, qui ont été appelés. Dans la suite, on a appris que c'était que des Hutus. D'accord.
Donc, Les Hutus dans un pays, là aussi, c'est peut-être important à signaler, dans un pays où les cartes d'identité nationale ne contenaient pas la mention ethnique. hmm, Comme oui, Au Rwanda, on pouvait reconnaître les Hutus et les Tutsis et les Batwa en lisant tout simplement leur carte d'identité. C'était marqué, c'était indiqué. Au c'était différent. Burundi, au Burundi, c'était des cartes nationales, nom, prénom, date de naissance, mais sans la mention ethnique. Cela n'a pas empêché les services du gouvernement d'identifier les Hmm, étudiants et de dire celui-là, il est Hutu, celui-là, il est Tutsi. Dans la suite, nous avons appris qu'en fait, ces listes avaient été euh, faites par nos collègues Tutsi de l'université, membres de la JRR. La JRR, c'est la jeunesse, le Rwagasore, quelque chose comme ça. d'accord. Voilà. Et c'est nos collègues étudiants qui travaillent avec les services de sécurité, les services de renseignement, Hmm, avec d'ailleurs le rectorat de l'université, c'est eux qui ont établi les listes des Hutus. Des Hutus sans exception, tous les Hutus. Eux n'avaient pas le droit de dire tel Hutu, il est à tuer ou pas. Il est Justement, Hutu. sans te Voilà. couper, tu parlais d'électorat dans tous ces chamboulements. Les autorités, les dirigeants de l'université, comment ils se comportaient dans ces situations? Ils ne disaient rien ou ce sont les militaires qui envahissaient l'université, ils n'avaient pas leur mot à dire? Aucun mot à dire. D'abord, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un homme, d'un Burundais, qui m'avait prévenu que la vie ne serait pas facile au Burundi. Hmm. Ce Hutu-là, il est parti parmi les premiers. Il a été Ah, arrêté, assassiné parmi les premiers. Et tous les Hutus de l'université, donc qui travaillaient au rectorat, ont subi le même sort. Donc, ne d'accord. restait que les Tutsis, à la tête desquels il y avait Monseigneur Barakana, qui était un évêque catholique. Et Il était puis, complice aussi. ah oui, il n'a jamais rien dit, Monseigneur Barakana. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Il ne s'est jamais plaint qu'on vienne tuer ses enfants comme il nous appelait avant. Il y Hmm. avait un autre monsieur qui était secrétaire général, qui était chargé plutôt de tout ce qui est... bon, il était tellement gros que nous, on l'appelait, je ne sais plus comment, je ne vais pas donner parce que c'est une personnalité connue. Et lui, il était chargé d'acheter tout ce qui devait servir pour les restaurants universitaires. Eh bien, lui non Directement. plus, il n'a rien dit. Alors que Hmm. c'était pratiquement le numéro 2, le secrétaire général lui-même et tous les autres. Jamais, jamais, ils n'ont rien dit Même pour après. s'opposer euh, à ce pogrom, hein, parce que c'était un pogrom. Ce jour-là, c'était une Hmm. centaine. Mais dans les jours qui ont suivi, l'opération a continué. Et Mhm. les élèves, plutôt les étudiants du campus étaient enlevés partout où ils étaient. Certains étaient en week-end, et ils ont été arrêtés chez leurs parents. Hmm. Pour vous dire, Ils étaient suivis depuis longtemps, ils ah oui, avaient été signalés. D'accord. tout à fait suivi. Et Hmm. le jour venu de leur arrestation, ils savaient, les autorités savaient que ces étudiants n'étaient pas sur le campus. Ils ont été arrêtés chez eux. Mhm. Et en résumé, le campus de Bujumbura a été expurgé de pratiquement 99% de ses étudiants Hutus à l'époque. D'accord. On a essayé avec quelques camarades qui ont survécu, hein, qui sont des rescapés de ce massacre, que j'ai retrouvés, dont certains, je les ai retrouvés à Bukavu, au collège Notre-Dame, plutôt Notre-Dame de la Victoire, oui, à Bukavu. Mhm. Et d'autres sont venus ensuite au Rwanda. Eh bien, il n'y avait pas, on n'a pas retrouvé une vingtaine de survivants. Parce que nous, on les connaissait, on se connaissait tous pratiquement. Hmm. Eh bien, tous les Hutus du campus ont été arrêtés selon le même scénario
et tués dans les mêmes, circonstances. En fait, ils étaient jetés dans des fosses communes dans la vallée de Bujumbura. Quand je vous parle là, les noms circulent dans ma tête. Hein. Le dernier dont je vais vous parler, qui m'a beaucoup marqué, sans parler de César, alias Gandhi, à qui j'ai dédié ce livre, bien sûr, qui était un homme remarquable, un peu plus âgé que nous, un dirigeant élitaire, qui était le président de notre association des étudiants de Rumuri. Mais un cas m'a spécialement marqué, c'est celui d'un jeune. Nous, à l'époque, on le prenait pour un homme un peu âgé, mais en fait, il n'avait pas 30 ans. Il était avec nous. Après le grand séminaire, il est venu à l'université de Bujumbura. Et lui n'a pas été arrêté dans la première tranche. Il s'appelait Emmanuel, alias Monseigneur. Nous l'appelions Monseigneur parce que, eh bien, il se comportait comme un curé. C'était un homme, en fait, c'était le séminariste qu'il avait été, il n'a jamais changé. Et on habitait le même homme ou des hommes voisins sur le campus. Et un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, Emmanuel, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu attends? Ils vont te tuer aussi. Regarde, ils ont un étel, tu es pratiquement le seul. Là, c'était quelques semaines après le premier jour. Et Emmanuel, alias Monseigneur, c'était un Hutu trapu, extrêmement gentil, gentil comme jamais vu. Il m'a dit, écoute, mon cher, moi, je n'ai rien fait de mal. Peut-être que nos camarades qui ont été arrêtés ont dû transgresser la loi. Peut-être qu'ils ont transgressé la loi et moi, je suis innocent. Je lui ai dit, Emmanuel, non, il n'y a pas de... Ils n'ont rien fait de mal. C'est des étudiants comme nous. Ils ont été emportés parce qu'ils étaient Hutus, comme toi. Et donc, Emmanuel a dit, non, non. Je lui ai suggéré de l'aider à fuir, éventuellement en le mettant en contact avec notre ambassadeur au Burundi, Kanaki Canisius, que je salue parce qu'il est là, que je salue et à qui je tiens vraiment à rendre hommage parce qu'il nous a sauvés de la mort. Il venait régulièrement nous Justement, voir sur le campus. les Rwandais, sans te couper encore, les collègues rwandais, ils s'en ont bien sortis. Donc, ils sont rentrés chez eux On sains n'était et pas saufs. inquiétés, justement. On n'était pas inquiétés grâce à l'ambassadeur Karake, parce qu'il venait D'accord. sur le campus régulièrement avec sa voiture, je me rappelle, avec le drapeau rwandais. Et donc, malgré tout, le côté officiel était sauvegardé et on n'a pas touché aux Rwandais venus comme ça officiellement. Par contre, il y a des Congolais, des camarades congolais certains étaient nés au Burundi d'ailleurs, qui ont été tués parce qu'ils ressemblaient aux Hutus. On Ou ne les alors parce qu'ils connaissait étaient pas. copains avec les Hutus. Dont un ami, Sikabre Emmanuel, qui a été tué parce qu'il était copain à des Hutus qui avaient été eux-mêmes tués. Lui aussi a subi le sort. Et donc, Emmanuel, j'essaie de l'aider par l'intermédiaire de notre ambassadeur. Emmanuel a refusé, il a dit non, 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 je ne m'inquiète pas, aucun souci, moi, je n'ai rien fait de mal. Et le lendemain, les jeeps militaires, comme tous les jours, ont débarqué devant nos hommes. Ils sont entrés, ils ont pris Emmanuel, ils l'ont sorti en le battant, en le poignardant, en l'assassinant pratiquement devant nous de coups de baïonnette. Et j'ai vu des étudiants burundais qui ont souri. Ah oui, Lorsque les ils étaient militaires contents. sont arrivés, ils sont allés dans le home où vivait Emmanuel. Donc, ils étaient renseignés. Et quand ils sont sortis, j'ai vu un clin d'œil d'un étudiant avec un militaire. Ils se sont serrés la main et le militaire est parti avec Emmanuel. Mais c'était quoi? Emmanuel était pratiquement déjà mort lorsqu'il a été embarqué sur l'une des jeeps. Ça, c'est un cas qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Voir ce clin d'œil entre les militaires qui venaient tuer Emmanuel et un de nos camarades étudiants,
Ça a fini de me désespérer. J'ai dit, alors donc ceux-là, pour une question de différence ethnique, ils sont de connivence avec les militaires, alors que la veille, on s'appelait camarades, alors que la veille, on s'appelait révolutionnaires ensemble, qu'on faisait la révolution putative contre le régime de Michombero ensemble, mais ce jour-là, ils étaient pour le régime, pour massacrer leurs collègues étudiants. Il y a eu d'autres, hein, un jeune homme de 16 ans qui a été assassiné par des étudiants pendant la journée, devant nos hommes encore une fois, sur le campus, tout simplement parce qu'il venait s'enquérir de la situation de son grand frère. Mais malheureusement pour ce jeune homme, son frère avait déjà été liquidé par l'armée et donc le petit a été tué devant nos yeux par des étudiants, des camarades à nous, devant nous. Et aussi, ils ont participé donc Ah oui, physiquement au tuerie. ils ont participé d'abord en établissant les listes hein, des Hutus sur le campus et puis en faisant la chasse. Ils ont tué quelques jours après, je pense le lendemain ou 2 jours après, ils ont assassiné, tué devant nous un homme d'une soixantaine d'années qui passait avec une dame Jeanne de pétrole qu'il venait d'acheter à la station d'essence d'à côté. Et là, il a été massacré proprement en disant, ouais, ce pétrole-là, c'est pour aller incendier les maisons des Tutsis. Ah, Ouais. c'est vraiment triste cette histoire, hein, parce que C'est triste, c'est surtout injuste, et c'est animal, c'est sauvage, parce que des étudiants, malheureusement, on a connu ce genre de scène aussi au Rwanda, hein, avant ou quelques années après. Mais n'empêche que moi, ce que j'ai vu sur le campus, c'était la chasse aux Hutus de manière systématique. Il n'y a jamais eu d'erreur. On n'a jamais arrêté des Tutsis à la place des Hutus. C'était des Hutus qui figuraient sur des listes préétablies, qui étaient amenés par les services de l'État. Ce n'est pas les paysans burundais qui venaient arrêter les étudiants, c'était l'armée, la police, et c'était des hauts fonctionnaires. Chaque fois, avec le groupe de militaires qui venaient, il y avait aussi des civils pour assurer l'intendance administrative. Ça s'est passé devant mes yeux, j'ai vu ça pendant plusieurs jours, et jusqu'au moment où il n'y avait plus de Hutus sur le campus. Il faut signaler que le 29, donc, quand tout cela a commencé, ils ont établi, déjà, ils ont commencé à faire beaucoup de propagande à la radio nationale. Je n'oublierai jamais ce journaliste burundais Fabien Nurwamas, je pense. C'était un grand journaliste, très, très grand journaliste, qui animait une émission qui faisait danser les étudiants, qui faisait faire c'était un très, très grand journaliste, aimé par tout le monde. Celui-là aussi, il a été massacré parmi les premiers, Fabien. D'accord. Et beaucoup d'autres journalistes. Donc, en fait, ce sont tous les Hutus intellectuels Voilà. où qui pouvaient peut-être avoir une influence Il y avait une influence, mais pas dans le sens. Informer la population, parce que, à mon avis, il y avait quelque chose aussi qui se préparait contre tous les Hutus. Le gouvernement comptait quelques ministres Hutus, je pense 3 ou 4. Ils ont été tués aussi. Ils ont été tués. Il y a un, là aussi, je ne peux pas l'oublier, parce que son frère était avec nous sur le campus. Eh bien, ce ministre était en mission en Europe, je ne sais plus dans quel pays, et malheureusement, quand l'élimination des Hutus a commencé, comme Emmanuel, alias Monseigneur, le ministre a dit, bon, moi je suis ministre, il faut que je rentre, me mettre au service de mon pays. Et puis à l'aéroport, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Il a été enlevé et massacré. Son frère aussi l'a suivi d'ailleurs. Son frère, Hutu, sur le campus, il a été aussi massacré, comme son grand frère. Et beaucoup d'autres. C'était une élimination systématique. Élimination, je dis extermination. C'était une extermination programmée et vraiment réalisée sans faux pas. Tout ce qui Ils ne était se sont jamais inquiétés. C'est très étonnant de ce que tu nous racontes parce que
on savait qu'il y avait des troubles de temps en temps entre les ethnies, les Hutus et les Tutsis burundais, mais on n'a jamais parlé de ce génocide parce que je comprends maintenant que tu le nommes comme ça, parce que la façon dont ça a été préparé, ça a été exécuté, et puis la fin, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Donc, ça montre que c'est quelque chose que l'État ou le gouvernement avait très bien préparé ou cautionné, si ce n'est pas le gouvernement, Non seulement c'est cautionné, c'était voilà. même justifié parce que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Artemon Simbananié, faisait des sorties fréquentes à la radio en disant, en justifiant. Il a fait des missions à l'étranger, aux Nations Unies, pour justifier ce qui se passait. Il y avait Mhm, d'autres, hein, il y avait les Chibouras, il y avait des... euh, leur voix résonne encore dans mes oreilles, hein. C'était mhm. organisé par l'État burundais de l'époque, par le gouvernement Michombero. D'accord. Tous les ministres qui faisaient partie du gouvernement ont été assassinés. Tous les Je vous ministres, ai dit, ah, vous savez, quand- en fait, c'est très grave, en fait, ça. Tous les ministres, tous les étudiants ou tous les tous les ministres, tous les fonctionnaires. secrétaires généraux, il n'y a pas eu de rescapés. En fait, c'était une extermination. Quelques-uns ont pu se cacher, dont un groupe d'étudiants, par exemple, hein, qui a été sauvé par l'ambassadeur du Congo à l'époque, hein, un colonel qui était en fonction à Bujumbura comme attaché militaire. Eh bien, ceux-là ont eu beaucoup de chance. Mhm. Certains se sont arrangés avec des amis Tutsis pour arriver juste chez l'ambassadeur. Et l'ambassadeur du Congo les a sauvés. D'accord. Il y a d'autres, vous savez, et quand je parle de l'université, du campus de Bujumbura, cela se passait aussi dans les écoles secondaires. Ah oui. Parce que sur la colline en haut, au collège du Saint-Esprit, les étudiants, les jeunes étudiants, écoliers, Hutus, ont été enlevés et exterminés aussi. Ce n'était pas que Mhm. sur le campus. Dans les écoles secondaires, les enseignants Hutus étaient arrêtés et exterminés. Mhm. C'était général. Il fallait absolument exterminer tout ce que le Burundi comptait de gens instruits, d'ethnie Hutu. Mais ça touchait aussi des paysans dans Mhm. certaines régions du pays. Alors, ce qui nous a aussi choqué, c'est la présence de troupes congolaises. Parce qu'à l'époque, au début, je vous ai expliqué que le prétexte du gouvernement burundais, c'était que des Burundais Hutus se Mhm. seraient alliés à des rebelles moulélistes congolais. Eh bien, Mhm. cet argument a été servi à Mobutu, Mobutu qui avait vaincu les moulélistes à Bukavu, à Uvira et à Kisangani et partout dans le pays, et qui avait pendu les rebelles, plutôt les chefs des moulélistes. Ouais. Mobutu a dit, ah bon, si les Hutus du Burundi sont avec les moulélistes, eh bien, moi, je vais vous aider. C'est Il n'a aussi pas simple que cherché ça. à savoir. Ah, tout à fait. Il a envoyé, et après, il a toujours regretté, il semble, hein, parce que j'ai eu des contacts avec des diplomates burundais. Déjà, l'ambassadeur, le colonel congolais qui était à Bujumbura, a fort regretté ce qui se passait parce que la ville de Bujumbura était quadrillée par des militaires congolais. Ah oui. C'est eux qui montaient la garde sur les barrières, sur les... Vous en savez quelque chose quand on parle des barrières? À Bujumbura, il y en avait beaucoup, Ah oui. qui Ça, étaient supervisés par des militaires congolais, chaque fois accompagnés d'un ou de deux Burundais pour indiquer ceux qu'ils appelaient les Bamenja, c'est-à-dire les Hutus qui passaient. Parce que mon ouais. ami Sikabre, dont je vous ai parlé, le Congolais, a été arrêté sur une barrière où il y avait des Congolais, mais les Burundais ont dit que c'était un Hutu. Et il a Mhm. vite été amené. Eh bien, outre ceux qui Et les cadraient la ville de Congolais, Bujumbura, quand même, ont adhéré ils ne à savaient cette rien, idée. ils ne savaient pas ce qui se passait. Ouais, surtout qu'ils ne parlaient même pas peut-être la langue Ils ne burundaise. parlaient C'était pas. C'est facile des gens qui venaient de quelque part, qui n'étaient pas nécessairement swahiliphones, hein, vous Ouais. savez. Euh, Parce que la ville de Bujumbura est une ville très, très swahiliphone quand même. Effectivement, les militaires congolais sont arrivés avec une mission précise, c'est aider le gouvernement de Michombero.
Le reste, ce n'est pas leur affaire. Hmm. En plus de militaires qui quadrillaient la ville de Bujumbura, qui montaient la garde pour empêcher les rebelles qu'on n'a jamais vus de toute façon, qui Hmm. n'ont jamais existé dans cette ville de Bujumbura où moi je voyais la mort et le sang tous les jours. Mobutu avait envoyé des petits bombardiers T-28, je pense qu'on disait à l'époque. Vous voyez, c'était des petits avions italiens, je crois, Ah qui oui. avaient été aussi en service à Bukavu en 1967. Je les avais déjà vus à Bukavu pendant la guerre du Congo de 65, la guerre de Shkram et des mercenaires katangais et autres. Eh Hmm. bien, ces avions passaient la journée à bombarder là-haut aussi sur les montagnes burundaises, soi-disant pour des... C'était triste de voir des avions congolais bombarder, et tuer des citoyens, des populations burundaises, rassemblés quelque part par l'armée pour que ça ait l'air d'un attroupement de rebelles. Tout cela a eu lieu. Et Mobutu l'a regretté, bien sûr, hein, après. Mais en récompense, l'aéroport de Kavumu à Bukavu, Mhm. eh bien, en mémoire de cette amitié entre Michombero et Mobutu, cet aéroport avait été baptisé du nom de Michel Michombero. Voilà, c'était l'aéroport Michel Michombero. Il Et a ça été faisait honoré en quelque sorte. donc, tout à fait, il a été honoré. Dans la suite, bien sûr, le nom a changé, c'est redevenu l'aéroport de Kavumu, lorsque Mobutu a compris ce qui s'était passé. D'accord. Mais c'était un vrai génocide. Et puis le mot génocide ou crime contre l'humanité, ça n'a aucune importance pour moi, mais juridiquement, comme j'ai quand même finalement appris ce que c'est que le génocide, Oui. après Bujumbura, je me suis fort orienté vers ce domaine-là, D'accord. les crimes contre le droit humanitaire international. Et j'ai analysé Mhm. ce qui s'est passé au Burundi. J'ai conclu que c'était un génocide. Je ne me suis pas trompé parce que le gouvernement burundais actuel a finalement fait le même processus. C'est vrai qu'on a dû attendre quasiment 50 ans pour le faire. Moi, j'avais déjà écrit, hein, j'avais fait des conférences sur ces massacres-là et précisé qu'il s'agissait bel et bien d'un génocide et que le mode d'exécution de ces crimes-là en 1972 correspondait à la définition internationalement admise pour désigner le génocide. Et je pense que pour finir, même ceux qui l'ont fait, Mhm. je pense que même Artemon Simbananiye, qui est toujours vivant, qui est au Burundi, a dû reconnaître ensuite que c'était un génocide, puisque c'était organisé par leur pouvoir. Bah Ce n'est oui, pas c'est les clair. Tutsis. Une fois encore, que les gens se détrompent. Tous les Tutsis n'ont pas participé à cette macabre extermination des Hutus. Mais il y avait une connivence visible entre le gouvernement, l'administration burundaise et le parti UPRONA. C'était clair et net. Les jeunesses de l'UPRONA Mhm. passaient la journée à chasser du Hutu dans les quartiers, sur les collines et partout. Donc, à moins que ce ne soit des jeunes désœuvrés de l'UPRONA, non, mais ils le faisaient avec la bénédiction des instances de ce parti. Moi, je ne Mhm. suis pas là pour me mêler des affaires burundaises actuelles, mais celles de 1972, je les observais, je les ai vues. Et c'était vraiment organisé d'en haut. Le président Michombero passait à la radio pour justifier ce qui se passait. Le ministre des Affaires étrangères, les autorités burundaises en général, le parti, tous chantaient la gloire du président Michombero qui était en train de nettoyer le pays de ces rebelles, de ces Bamenja. Je crois qu'aujourd'hui, on peut peut-être... S'arrêter, il se part ici. Oui, c'est ce que j'allais dire. oui, parce que Si... Donc, ça me ramène à beaucoup de choses. on a beaucoup de C'est choses à vrai, raconter. oui, il y a beaucoup de Ah, choses à dire. Après, je vous dirai ce qui s'est passé, comment nous avons survécu à cette hécatombe,
Oui. Et est-ce que après, ça nous a poursuivis, parce qu'après, nous sommes allés poursuivre nos études au Congo, chez Mobutu précisément. Mhm. Je vous dirai aussi ce qui s'est passé pendant cette période de 73, 14, etc. Et c'est avec plaisir que je raconte cette histoire, mais aussi avec beaucoup de tristesse. Et c'est lourd à porter. Ça fait 50 ans de Ouais. souffrance, je dois l'avouer, 50 ans de cauchemar. Et chaque fois que je croise un Burundais, malheureusement, même s'il n'est pas hostile, chaque fois que je croise un Burundais, que ce soit un officiel burundais, que ce soit mes anciens collègues ambassadeurs avec qui j'ai eu beaucoup de bonnes relations, avec qui j'ai partagé des moments extraordinaires, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, chaque fois que je parlais avec eux, je revoyais mes anciens camarades euh, qui ont été tués parce qu'ils étaient Hutus. Je Mm. revoyais le visage de ce jeune homme étudiant du collège du Saint-Esprit qui a été massacré par mes copains, des copains, dont Mm. un certain Déo, le plus jeune de notre classe. Je vois Déo en train de battre ce jeune homme. Déo, un garçon inoffensif avant, Mm. et qui était devenu comme un animal sauvage, et qui a participé à la mise à mort d'un jeune étudiant de 16 ans. C'est triste. Heureusement, j'en vois d'autres que j'ai revus après. Mais heureusement que pendant cette période, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les Tutsis n'étaient pas du tout impliqués dans la mise à mort des Hutus. J'en ai même vu qui essayaient de défendre des Hutus ou de les cacher. J'avais 2 amis Tutsis qui régulièrement venaient voir si j'étais sain et sauf, si je n'avais pas été emporté par erreur, moi qui n'étais pas Hutu burundais, mais qui était quand même Hutu. Donc, ces 2 amis que j'ai revus à Kinshasa, que j'ai revus ensuite dans la vie, qui étaient devenus de très hauts fonctionnaires, des ministres, et qui ont continué vraiment à garder leur humanisme et leur humanité, même après le départ de Michombero. Je peux aussi me permettre de rendre hommage à ces Tutsis qui ne se sont pas démarqués officiellement, ni visiblement, mais qui ont fait des choses, qui ont peut-être aidé à sauver certaines vies. Ça aussi, ça mérite d'être dit. Voilà, si tu veux, Donatil, aujourd'hui, on peut en arrêter là. Et puis C'est sûr. après, on poursuivra le témoignage. Si nos auditeurs nous disent que ça les intéresse, eh bien, nous poursuivrons le témoignage et nous pourrons aussi expliquer certaines choses sur lesquelles je ne suis peut-être pas revenu aujourd'hui. Mhm. Et puis, nous partageons ces moments de mémoire. De 50 ans mémoire. après ce drame, Mm. je m'associe à tout ce qui se passe à Bujumbura, aux commémorations qui se passent à Bujumbura, à Bruxelles, au Canada et ailleurs. Euh, pour, je crois qu'il faut absolument garder ces commémorations, qu'elles soient pérennes, pour que Mm. jamais on oublie ce qui s'est passé et pour que jamais on oublie les victimes de cette barbarie. Voilà, je te remercie. Mm. Et je remercie aussi nos auditeurs qui ont suivi cette émission. C'est moi qui te remercie pour ce témoignage. Et puis, ça nous parle tous hein, parce que ça parle de nos vies, de nos expériences. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu au Rwanda. Peut-être on aura aussi l'occasion d'arriver à témoigner. Il y en a qui ont commencé. Moi, je les encourage parce que garder les événements aussi douloureux, ça empêche vraiment d'avancer. Et puis, ça nous transforme des fois, ça nous rend mauvais, alors que on ne doit pas s'enfermer dans ce coquille qui nous empêche de voir le bien autour de nous. Donc, le passé, c'est important de ne pas l'oublier, mais aussi il faut se projeter vers l'avenir. Je te remercie et je remercie à nos auditeurs qui vont nous suivre. À très bientôt. À très bientôt et
cela répond aussi à l'objectif que nous visions lorsque nous avons créé la Voix des Grands Lacs. C'est-à-dire, bien sûr, parler à nos compatriotes des Grands Lacs, mais aussi, si possible, aussi parler aux étrangers qui ne connaissent pas notre véritable histoire, qui se demandent pourquoi, parfois qui se demandent ce que nous faisons dans leur pays, en France, en Belgique, ailleurs, alors que c'est suite aux événements douloureux qui ont marqué l'histoire de nos 3 pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo, la RDC actuelle, l'ancien Zaïre, qui était appelé Congo après l'indépendance, jusqu'à l'avènement de Mobutu et jusqu'à la zaïrianisation. C'est Merci exact. une fois encore et à très bientôt. À bientôt. Kwibuka abo twabuze inshuti n'abavandimwe, twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana, abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo, benshi ntibakiriho hehe no kubonana, benshi ntibakiriho hehe no kubonana. Ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye, batashye igihe kitageze iwabo wa twese. Twibuka abo twabuze inshuti n'abavandimwe, twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana, abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo, benshi ntibakiriho hehe no kubonana, benshi ntibakiriho hehe no kubonana. Ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye, batashye igihe kitageze iwabo wa twese.